Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue sur cet entretien exclusif que nous tournons en direct de N'Djamena au Tchad. Nous recevons aujourd'hui l'ancien président du Parlement panafricain, toujours député au Parlement camerounais, le député Roger Nkodo Dang. Avec lui, nous parlerons justement du Parlement panafricain à l'ère de la démocratisation de notre continent et aussi d'autres sujets d'actualité. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes Roger Nkodo Dang. Oui, je suis Roger Nkodo Dang. Vous me permettrez de faire un bref aperçu sur l'histoire de la marche des États africains. Allez-y. Depuis 1963, après les indépendances, ou au moment des indépendances, les États africains se sont réunis autour d'une union qui avait pour nom à l'époque l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Et cette organisation a eu un bilan positif, je peux l'affirmer aujourd'hui, puisqu'il a permis à tous les États membres d'accéder à l'indépendance. Ouais. Donc, le but principal de cette union, c'était d'amener les États partis à devenir des pays indépendants. Ceci a bien marché et un autre objectif, on a essayé de reculer ce qui avait cours à l'époque, c'est-à-dire les coups d'État militaires. Bon, maintenant, arrivé à 1999, on s'est rendu compte qu'avec la nouvelle mouvance, les États avaient progressé. Déjà, en 1989, il y a eu ce qu'on a appelé le vent de l'Ouest avec la démocratisation des États africains qui a été marqué par deux faits majeurs. Le premier fait majeur était le discours de la Bolle de feu François Mitterrand, qui conditionnait l'aide au développement avec ce qu'il avait appelé la démocratisation des États africains. Le deuxième fait, c'était en 89 exactement aussi, avec la chute du mur de Berlin. Donc la guerre froide était pratiquement finie. Il fallait maintenant reconfigurer l'Afrique. Se devait d'avoir un nouveau regard quant à sa marche, quant à son unité. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'OUA, l'organisation de l'UNESAB, ça a quelque chose comme une force, une contrainte. Oui, absolument. On a donc opté pour une union où les gens adhéraient sans contrainte, mais donc comme ça que c'est devenu l'Union africaine. C'est vu l'acte de la création de l'Union africaine. Oui. Mais l'Union africaine a eu donc ces grandes innovations à la place de la Commission. On a eu l'OUA avait un secrétaire général. Oui. Vous savez, le dernier secrétaire général fut le Tanzanien, Salim Ahmed Salim. Maintenant, l'Union africaine est venue avec cette ouverture, avec des organes, notamment la Cour de justice, le Parlement panafricain et tous les autres organes, la Commission de l'Union africaine, lui-même étant un organe. Et tous ces organes avaient des objectifs bien précis. Mais là, il faut remarquer que l'Union africaine est venue un peu comme le répondant de l'Union européenne. Pour innover. C'est aller dans le sens de l'innovation. Et ça a calqué un peu l'Union européenne avec des organes qui se voulaient des organes indépendants, des organes qui devaient fonctionner normalement, avec des mandats bien définis. Bon, si nous prenons dans le cas du Parlement panafricain... Donc vous avez été président pendant plusieurs années. Donc le Parlement panafricain avait pour mission, c'était un socle où on devait expérimenter la démocratie en Afrique. Oui. Donc c'est le Parlement panafricain qui devait maintenant s'assurer de la gouvernance des États africains, du respect de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et du respect de la démocratie, des termes de la démocratie que les États eux-mêmes se sont assignés. C'est-à-dire, si vous voulez, vous dites on va faire telle chose, vous consignez ça dans votre constitution et le Parlement devait être là pour s'assurer que ce que l'État a dit qu'il va faire, soit un mandat président à 5 ans, soit ceci, soit les élections à tout ceci, que ces élections se déroulent dans le strict respect de la constitution que le pays s'est doté. Heureusement, le Parlement a été donc mis en place en 2004. Lorsque le Parlement a été mis en place, on l'a assigné un nouveau mandat, celui d'un organe consultatif facultatif. Parce qu'on se disait, le choix des députés étant, les députés au Parlement panafricain
sont des députés issus des parlements nationaux. Et ces députés sont dans le coup d'un mandat impératif. Oui. C'est-à-dire, dès que tu perds ton mandat national, tu perds ton mandat au Parlement panafricain. Donc, on n'avait pas encore trouvé le phénomène de lire les députés dans un suffrage universel direct, comme ça se passe en Europe. Donc, nous sommes encore sous ce mandat, le choix est indirect, au suffrage indirect, et nous siégeons en Afrique du Sud. Le siège du Parlement est en Afrique du Sud. C'était le fait de distribuer les institutions de l'Union africaine dans différents États membres. Les députés étant élus encore dans un suffrage indirect, désignés par les parlements nationaux, en attendant que ceux-ci soient élus au suffrage universel direct, nous avons donc commencé à siéger en Afrique du Sud. J'ai été membre de ce Parlement pendant 17 ans et j'ai assumé des hautes fonctions de premier vice-président, président et président. Donc, j'ai fini mon deuxième mandat en 2022 et j'ai été remplacé par un Zimbabwéen. Mais entre-temps, il y a eu avant moi 3 présidents. La première présidente était une Tanzanienne, le docteur Gertrude Mongela. Le deuxième président était de nationalité tchadienne, Afrique centrale, feu docteur Idriss Ndele Moussa du Tchad. Et le troisième président était nigérian, du Nigeria, feu Amadi. Et moi, le 4e président, dont j'étais le premier président à avoir cumulé 2 mandats successifs. D'accord. Et donc j'ai terminé en 2022, voilà. Et puis, depuis votre départ en 2022, Monsieur Nkodo Dang, on remarque que le Parlement panafricain ne vit pas, ne vit plus du tout. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Je me suis mis un peu à l'écart parce que je m'étais identifié au Parlement panafricain. J'ai évité de faire l'ombrage à la nouvelle équipe. Mais vous avez observé quand même. Je me suis mis un peu à l'écart parce que je suis encore membre de ce Parlement. D'accord. Jusqu'à date. Mais il m'a été donné de constater, comme l'observateur, tout observateur avisé, que le Parlement ne fonctionne pas. La preuve, l'une des preuves palpitantes, c'est que nous n'avons pas pu tenir la réunion des commissions du mois d'août qui prépare la session du mois d'octobre. Nous n'avons pas pu tenir la conférence des présidents d'Assemblée et du Sénat d'Afrique, qui est l'une des réunions phares du Parlement panafricain. Mais également, le constat amer vient de ce que la nouvelle équipe a révisé le règlement intérieur sans tenir compte de l'acte constitutif relatif au Parlement panafricain. Comme vous pouvez le comprendre, c'est que dans nos États, la Constitution est la norme supérieure. Donc, vous ne pouvez pas faire des lois qui sont contraires à la Constitution. Mais je n'ai pas compris quel est le sentiment qui a animé mes collègues pour avoir changé un règlement intérieur qui est contre l'acte constitutif, malgré que ce Parlement regorge quand même la crème intelligente du Mais comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un des vice-présidents de ce bureau a saisi la commission de l'Union africaine ou l'Union africaine pour se plaindre de ce que la révision du règlement intérieur n'a pas respecté l'acte constitutif. C'est ce débat qui a cours maintenant. Et je vois certains continuer à défendre cette révision qui n'est pas conforme à l'acte constitutif. Je me demande de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que si ces gens représentent leur pays, la question à leur poser est de savoir est-ce que vous pouvez prendre des lois qui sont contraires à la constitution de votre pays? La constitution étant la norme supérieure, on doit tout faire que tout ce que nous faisons en matière de droit, en matière de règlement, doit être conforme à la constitution. Donc je ne sais pas. Et tout ça amène donc le Parlement aujourd'hui à se discréditer. Ça n'a plus de valeur. Les gens estiment que c'est une association où les gens luttent plutôt pour leur position. Or, vous savez, en matière de loi, le droit est dynamique. Il s'applique à tout le monde. Et il est froid. Mais quand les gens commencent à couper, à supposer qu'à mon temps, j'avais révisé la Constitution pour essayer, l'autre vient, il révise. L'autre vient, il révise. Finalement, il n'y aura pas de Constitution. Donc, il n'y aura pas de règlement intérieur et le Parlement sera appelé à disparaître. Mais au fond, quand on vous écoute, M. Nkodo Dang, on a le sentiment que ce Parlement panafricain est un peu comme une marionnette. Ça n'a pas de valeur juridique. Aujourd'hui, je peux vous dire que si on s'en tient à l'acte constitutif,
le Parlement avait des missions bien assignées. Mais tel qu'il est géré aujourd'hui, je pense que, au regard de ce que les États africains ont plusieurs problèmes, ça ne sert pas. Et si on ne remédie pas au plus vite à cette situation, à mon sens, je trouve qu'il faut le fermer pour repenser à notre Parlement panafricain. Donc vous serez pour la suppression du Parlement panafricain? Je serais pour la refondation du Parlement panafricain. Vous savez, le Parlement européen ne vote pas les lois, mais prend les décisions qui s'appliquent de plein droit aux États membres. Mais nous, nos décisions n'arrivent même pas à la conférence des chefs d'État. Vous vous en souvenez, vous serez surpris que je vous le dise. Parce que lorsque nous décidons en Afrique du Sud, pour arriver à la table des chefs d'État, il faut que ça soit revu par les ambassadeurs accrédités à l'Union africaine et le conseil exécutif, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères. Oui. Mais cela c'est pas une mauvaise chose en soi, mais le grand mal, c'est que nous ne faisons rien, nous ne légiférons pas. Nous ne apportons pas de la plus-value dans la gouvernance dans nos États. Donc, l'Afrique se trouvant dans une situation très délicate en ce moment, il ne faut pas que les États africains continuent à financer une institution qui n'apporte pas de la valeur aux peuples africains. Donc, en fait, dans toute l'histoire du Parlement panafricain, rien n'a jamais été fait de façon utile, en fait. Il y a eu un début sérieux, mais malheureusement, vous savez, les États africains, du fait de la souveraineté de ceux-ci, beaucoup ont clamé à la souveraineté. Une fois qu'une décision était contre un État membre, l'État membre a crié à la souveraineté des États. Oui. Je me souviens, en 2008, un pays de l'Afrique australe avait même demandé à fermer le Parlement panafricain parce qu'il y a eu une mission dans ce pays et on a trouvé que les élections n'étaient pas organisées telles que prévues dans sa constitution. Une mission du Parlement panafricain. Une mission, oui. Nous avions à l'époque une mission autonome du Parlement panafricain qui faisait des rapports indépendants. On a été obligé, d'enlever cette mission d'observation des élections parce que le pays en question, dont le président actuel est membre et de ce pays, oui. Le pays en question avait demandé qu'on ferme le Parlement panafricain parce que le Parlement panafricain avait rendu un rapport factuel, oui. Un rapport indépendant sur les élections. Et sur l'observation des élections. On a été donc imputés de ce mécanisme qui aurait pu apporter des contributions pour que nos États améliorent leur démocratie. On nous a enlevé de cette mission d'observation des élections. Et en plus, ce pays a milité pendant longtemps à sa fermeture. Je peux vous dire que lorsque je présentais à Malabo le protocole additionnel, ce sont les pays de l'Afrique australe qui se sont levés massivement pour contester. Ils ont dit qu'ils ne votent pas et ils ne vont pas ratifier ce protocole. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun pays de l'Afrique australe n'a signé ou ratifié ce protocole. Donc, vous voyez donc l'évolution de ce Parlement même porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Si les États membres refusent d'adopter les actes qui permettraient au Parlement de légiférer ou d'avoir des pouvoirs, de plein pouvoir, ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, mais vous avez connu quelques députés béninois au Parlement panafricain. Parlez-nous de leur participation. J'ai connu de très puissants députés. Je pense à Feu Serpos, qui était le tout-puissant président de la commission des règlements, de la commission des lois du Parlement panafricain. C'était un homme très intègre, très juste. Il avait de la matière. Il y avait également ma mère, Claudine Soglo, oui. Très percutant, avec qui j'avais maille à partir. Vous savez, quand cette dame prenait la parole, en tant que leader, c'était difficile de l'interrompre. Il fallait l'accompagner jusqu'à ce qu'elle dise tout ce qu'elle avait dit. J'ai connu pas mal de députés béninois qui faisaient du bon travail et je crois que depuis un certain temps, ça s'est un peu détérioré. Bon, on n'a plus des hommes aussi percutants et puis la fréquentation était devenue. Et les dernières en date que j'ai connues, c'est Madame Prudencio, qui était très, très, très percutante. Et c'était des gens, quand ils prennent la parole, tu sentais qu'il y avait
du contenu dans ce qu'elle voulait dire. D'accord. Mais Monsieur Nkodo Dang, est-ce que c'est le Parlement panafricain seul qui a connu tous ces problèmes au sein des institutions? Mais la Cour africaine des droits de l'homme fonctionne, rend des décisions aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas eu seulement le Parlement. Je crois que toutes les institutions de l'Union africaine ne fonctionnent pas normalement. Finalement, vous savez encore que les décisions de la Cour sont contestées par les États partis. Bien sûr. Je ne vous apprends rien. Il y a eu des décisions dans votre pays qui ont été contestées, comme dans plusieurs pays membres de l'Union africaine. Donc les institutions africaines ont un défaut, un grand art, que les États qui les adoptent refusent de les appliquer. C'est un paradoxe. Donc moi je crois que ce n'est pas seulement... Mais le Parlement, lui, c'est pire parce que c'était quand même un organe politique. On devait un peu copier, la démocratie devait être implémentée au sein du Parlement panafricain, puisqu'on n'est que 270 membres. Mais si aujourd'hui, à ce niveau, les Africains n'arrivent pas à s'accorder pour tenir des élections justes, libres et transparentes, si aujourd'hui, ce que nous reprochons à nos États de réviser les constitutions en vue de se maintenir au pouvoir, nous le faisons au Parlement panafricain, je crois que c'est un échec. C'est pour dire que là où le regard devait être, le regard des Africains devait être rivé. Aujourd'hui, les Africains n'ont que leurs yeux pour pleurer parce qu'effectivement, le Parlement panafricain n'a pas donné satisfaction au peuple africain par rapport aux missions qui lui ont été assignées. Mais finalement, est-ce que l'échec... ce n'est pas le défaut de l'Union africaine, mais je crois que c'est le défaut de ceux-là même qui décident de ce qui est que ça ne marche pas. Mais est-ce que finalement l'échec du Parlement panafricain n'est pas l'échec de l'Union africaine, l'institution, l'organisation, l'Union africaine même? J'attends la décision qui sera prise par l'Union africaine quant à la violation de l'acte constitutif. Et s'il n'y a pas une décision claire qui est prise, je dirais que l'échec du Parlement panafricain, c'est l'échec de l'Union africaine. Ça, c'est clair. Parce que moi, je ne vois pas un seul chef d'État ou un chef de gouvernement qui va dire que dans son pays, on prend les décisions contraires à la Constitution. Je ne vois pas. Je n'ai jamais vu même. Encore que l'exercice du pouvoir est le même en démocratie qu'en monarchie. Quand vous vous êtes fixé des lois en monarchie, vous les respectez suivant la norme. Et en république, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse me dire qu'une révision du règlement intérieur qui bafoue complètement la norme suprême qu'est l'acte constitutif, qu'on puisse admettre. Là, si on admet, ça veut dire que c'est la décadence du Parlement panafricain. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi la décadence de l'Union africaine lorsqu'on voit son silence sur le vent qui souffle aujourd'hui en Afrique? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un vent qui souffle, notamment le vent des coups d'État, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une résurgence, mais l'Union africaine ne dit rien, monsieur. Je ne peux pas, moi je crois que quand je vous ai parlé, vous savez très bien que depuis l'Union africaine avait adopté ce qu'on a appelé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Oui, bien sûr. Et dans l'un des articles de cette charte, il est bien stipulé que toute prise de pouvoir par la force est nulle. Clair. Oui, mais aujourd'hui, pourquoi ça ne s'applique pas? Je vous pose la question, je vous renvoie la position. Moi, je croyais que si les États africains qui avaient adopté ça mettaient ça en application, le mécanisme d'alerte, on ne devait pas arriver à cette crise des coups d'État, cette résurgence des coups d'État qui nous rappelle les années 60. Bon, maintenant, quant aux coups d'État eux-mêmes, il faut maintenant chercher qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État. Nous, première chose, moi je peux te dire première chose, permettez-moi de vous dire quelque chose. Oui, d'accord, mais normalement, on doit d'abord être contre le principe des coups d'État. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Allez-y, monsieur le député. La démocratisation du continent africain, comment elle s'est faite? Elle s'est faite sous les coups de menaces. Je vous ai parlé du discours de la Bolle, de feu François Mitterrand. D'abord, il y a eu le vent de l'Ouest, les blocs se sont dissous. Maintenant, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et puis, il y a eu le discours de feu François Mitterrand à la Bolle, où on conditionnait tout à la démocratie. Et vous avez vu comment cette démocratie, nous l'avons accueillie sur plusieurs formes. Il y a eu les conférences nationales souveraines, les grands dialogues, les ceci.
Bon, mais la démocratie du continent africain n'a pas été pensée par les Africains. Ça n'a pas été trop tropicalisé. Oui, elle n'a pas été, on n'a pas tenu compte de nos réalités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis surpris quand on dit élection. Bon, d'accord. L'élection aujourd'hui, c'est quoi en Afrique? Est-ce que toi, comme tu es là, bien parleur, bon politicien, tu es béninois, prenons même moi aussi, je suis béninois, tu es de Palimé, moi je suis de... Ou non, Palimé, c'est quoi? C'est le Togo. Oui. Tu es de quel pays? Vous dites Cotonou, c'est Oui, tu es de Cotonou. Voilà. Moi, je suis à la commune d'à côté. Oui. Je parle bien et tu parles bien. Mais c'est difficile aujourd'hui que tu partes de chez toi. Nous sommes dans le même pays pour venir me battre chez moi. Parce que l'élection en Afrique, c'est d'abord une élection sentimentale. Oui. On vote parce que c'est le frère. Parce que toute notre démocratie, ethnique, toute notre démocratie, il n'y a pas eu d'idée. Il n'y a pas eu une pensée. Et vous savez très bien qu'en Europe, si vous prenez le cas de l'Europe, la vieille Europe, c'est la droite et la gauche qui se battent. Si vous partez aux États-Unis, les deux grands blocs, ce sont les démocrates et les républicains. Mais nous, on est allés comme ça. Vous me posez là, vous me faites penser à ce qui se passe dans mon... Nous avons 400 partis politiques. Au Cameroun? Au Cameroun. Chez vous, au Cameroun. Et quelle est l'idéologie de ces partis politiques? Il n'y en a pas. Donc, le jour où il y a un vote... Dans les 400 partis, il n'y en a pas qui ait d'idéologie claire. Non, moi, je ne pense pas. Le jour où il y a un vote, je me présente, je défends les couleurs de mon parti, tous mes frères vont me voter. Donc, moi, je crois que le grand coup qu'il y a eu en Afrique, c'est cette démocratie imposée qu'on nous a amenée de l'Occident, qui ne marche pas. Et je pense qu'aussi, il faut revoir nos armées. Le problème de nos armées se pose. Quoi, nos militaires sont mal formés ou... Le problème de nos armées. Quel est le problème? Les armées, c'était mis en place pourquoi? Pour défendre... c'est pour défendre l'intégrité territoriale des États. Oui. C'était contre. Et puis aujourd'hui, subitement, ces guerres entre les pays, ces guerres sont finies. Donc maintenant, l'armée on devait reconvertir notre armée dans le développement. Mais aujourd'hui, avec l'embourgeoisement de nos hommes en tenue et le coût, l'appétit du pouvoir qui s'ensuit, ils sont obligés de pousser ceux qui sont là pour prendre leur place. Donc moi, je crois qu'il y a un problème avec nos armées parce que la première des choses, lorsque nous étions dans différentes colonisations, on les appelait les gardes républicaines ou bien ils étaient là pour maintenir l'ordre public. Oui, exactement. Ils étaient là pour maintenir l'ordre public. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut requalifier ce que nous entendons faire de nos armées et ça va... Est-ce que ce n'est pas tard maintenant? Parce que là, on voit que le vent souffle. Mais c'est pour ça que je dis que je crois qu'il se fait tard. On aurait pu, dès que tous nos pays avaient atteint la souveraineté internationale, on devait maintenant repenser. Parce que la guerre entre les pays, c'est fini. Bon, regardez ce qui se passe au Soudan. C'est à l'intérieur d'un même État. Oui. Et les qui se battent, c'est deux généraux. Ce ne sont pas les civils. Et ces deux généraux se battent, c'est pour le pouvoir. Le pouvoir, oui. Je crois que toutes nos armées sont très souvent très politisées. Oui. Très politisées. Et ils regardent seulement le pouvoir suprême. Hein? Parce que moi, je me souviens, en 2012, j'étais parti dans un pays pour essayer, il y avait eu un coup d'État, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, et j'étais parti pour essayer de rencontrer, à l'époque, c'était un capitaine qui avait pris le pouvoir, je suis allé le rencontrer, le monsieur m'a tenu des propos qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut me donner raison ou bien ça lui donne raison. Il a dit quoi? Lui, il a dit que lui aussi, il fait partie de ce pays, il faut aussi diriger le pays comme les autres pour qu'on lui demande à lui de quitter. Tu vois un peu? Oui. Ça veut dire que le gars était là, il mûrissait une haine interne pour dire que moi aussi, pourquoi garder les autres alors que j'ai le même pouvoir. Donc je crois que nos armées devaient être orientées dans le sens du développement que de laisser cet appétit d'enrichissement qui les a engloutis et qui aujourd'hui donne l'appétit du pouvoir suprême. Donc, ça pose un problème. Mais jusque-là, M. Roger Nkodo Dang, on a pensé que les coups d'État étaient l'apanage des pays de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça touche l'Afrique centrale. À côté de vous, le Gabon qui vient de tomber. Non, mais je n'ai pas dit c'est l'apanage. Moi, je parle des armées africaines. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est parce que c'était l'apanage. Mais c'était rare de voir les coups d'État en Afrique centrale.
mais les gars mûrissaient aussi des appétits. Qui te dit qu'ils n'enviaient pas les autres? Vous avez vu comment le phénomène s'est reparti en Afrique, s'est repenti hein, en Afrique de l'Est comme une traînée de poudre. Oui. Et maintenant, ça donne des appétits. Moi, je pense qu'il fallait respecter la charte africaine de la démocratie et des élections dans tous ses articles. C'est-à-dire, pas de prise de pouvoir. C'était déjà un phénomène dépassé. Je crois que les derniers coups d'État datent des années 70, 68. Les derniers coups d'État, je me souviens, c'était qui? C'était Bokassa, Dako, bon, 80, les années 80, Bokassa, Dako, Kolingba. En fait, c'était quelque chose où il y avait toujours insuffisance de quelque chose. Bon, maintenant, je ne dis pas que le phénomène, c'est un phénomène régional. Moi, je parle des armées africaines de manière générale. Oui. Nos armées n'ont pas eu d'autre orientation que de les tourner vers l'enrichissement, de les tourner vers l'embourgeoisement. Et du coup, si elles n'ont plus ces capacités, s'ils n'ont plus ces facilités, et c'est eux qui nous gardent, nous les civils. Oui. C'est facile aussi de dire, mais pourquoi le garder? Je peux aussi devenir moi-même à cette place. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un phénomène uniquement de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais en Afrique centrale, on est habitué à des pouvoirs qui durent des décennies. Chez vous, au Cameroun, ça fait plus de 40 ans que M. Biya dirige le Cameroun. Au Congo, pareil, on a vu que il y a une tradition de maintien de pouvoir. Quelle particularité? Le Cameroun a une particularité. Dites-nous. C'est le seul pays qui, en même temps, est anglophone et francophone. Et vous savez que diriger un tel pays, nous sommes à près de 360 ethnies. C'est très, très difficile pour l'unité nationale. C'est pour ça qu'il faut faire 40 ans au pouvoir? Oui, mais écoutez, moi je crois jusqu'à présent, Paul Biya est au pouvoir, il passe les élections, que tout le monde accepte. Bien sûr, que tout le monde les gens acceptent. Moi, je ne peux pas croire que si les gens protestent, les gens acceptent. Je vais vous prendre l'exemple en 2018. Allez-y. Il était candidat. Et les élections, ça aussi, il faut qu'on ait des politiciens, des gens qui travaillent sur le terrain. Et puis, Paul Biya a eu cet avantage d'avoir un parti national. Ce n'est pas un parti unique. Hein. Le parti au pouvoir est un parti national. Ça a eu une implantation nationale dans tout le territoire. Donc, quand il y a élection, quand tu additionnes les voix par rapport aux autres pays, aux autres partis qui sont restés régionalistes, partisans, le RDPC a une connotation d'un parti national. Donc, il va toujours gagner les élections? Non, je dis peut-être toujours, si ce parti se maintient, il va toujours gagner avec l'implantation qu'il a dans le triangle national aujourd'hui. Et je vous prends donc un exemple, un cas de figure. En 2018, il y avait 2 candidats à l'élection. Il y avait plusieurs candidats à l'élection, mais 2 sont sortis, encore que le deuxième qui avait prétendu gagner les élections, il n'était pas deuxième. Bon, maintenant, le Cameroun a 475 000 km². Comment vous-même, vous pouvez dire que au lendemain des élections, vous vous autoproclamez vainqueur d'une élection comme ça? Il faut quand même être sérieux. On n'a pas aujourd'hui, l'Internet n'est pas aussi répandu dans certaines zones qui ne sont pas couvertes. Donc moi, je crois qu'il faut que les gens apprennent à faire des partis politiques. Peut-être, même s'il n'y a pas d'idéologie, qui prennent la peine d'implanter leur parti politique dans tout le pays. Et je crois que s'il y a quelque chose qui fait l'union des Camerounais aujourd'hui, c'est ce parti politique. Donc il n'y a pas de risque de coup d'État au Cameroun? Je ne pense pas. À mon avis, tel que le pays est géré, je ne pense pas qu'il y ait de risque d'un coup d'État. Mais lorsqu'on a suivi le général Nguema, qui a pris le pouvoir au Gabon, il a dit clairement qu'on condamne tout ce qu'il y a comme coup d'État militaire, mais on ne condamne pas les gens qui font des coups d'État à la Constitution, des gens qui manipulent, qui tripatouillent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Il parle là de coup d'État aussi, Monsieur Nkodo Dang. Oui, mais je vous parle, nous on n'a pas connu de révision de constitution depuis que la Constitution a été révisée en 96, nous n'avons pas connu, il n'y a pas eu beaucoup de tripatouillage, nous on n'a pas connu de tripatouillage. Mais moi je pense que le véritable problème, on doit condamner tout. Parce que je vous ai parlé aujourd'hui du cas du Parlement panafricain, où on change un règlement intérieur pour se maintenir. Ça c'est un coup d'État.
Voilà. On doit le On doit considérer condamner comme ça tel. aussi. On doit le considérer comme tel. Parce que une loi doit être impartiale. Donc, ça doit s'appliquer à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas ça qui amène les coups d'État? Parce que les militaires disent justement que non seulement les gens gèrent mal, mais ils font tout pour se Oui, maintenir au pouvoir. Et mais donc, ces eux, ils prennent par la ces force. militaires, ils ont cautionné ça par le passé. Maintenant, ils ne veulent plus. Ben, ils ont dit que maintenant, il faut que ça s'arrête. D'accord, moi je pense que Oui. ils ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils devaient commencer dès que tu manipules la Constitution, ils devaient s'opposer. Mais il n'est jamais trop tard pour lui. Oui, d'accord, mais j'ai dit, moi je crois que le seul sentiment d'amertume que j'ai dans cette affaire, c'est que ça nous rentre dans les années d'indépendance. Oui. Où vous pensez qu'on recule, c'est ça, totalement. C'est qu'il y a un grand recul, alors qu'on pensait qu'on avançait. Bon, et si maintenant ces militaires prenaient le pouvoir pour vite le transférer aux civils, ça encore, ça pouvait être acceptable. Mais tu as les transitions, on s'installe et puis on n'a pas de calendrier et tout et tout. Ils deviennent des chefs d'État et je ne pense pas que c'est ça la solution. Vous ne croyez pas en leur capacité à gérer une nation? Non, ils ont des capacités, mais le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir, c'est généralement les civils qui doivent assumer. Parce que les militaires, c'est une corporation, c'est un corps, l'armée, c'est un corps. Mais les civils ont la capacité de gérer, d'être dans tout le pays. Maintenant, si les militaires prennent goût à cette affaire, moi, je ne pense pas que c'est pour résoudre le problème de l'Afrique. Oui, mais le problème de l'Afrique aujourd'hui, vous l'entendez au Mali, vous l'entendez au Niger, vous l'entendez au Burkina, c'est des problèmes d'insécurité. Et les militaires pensent que les civils ne règlent pas ce problème d'insécurité. Donc, maintenant, il faut qu'ils prennent eux-mêmes les Non, les civils ne règlent pas le problème. Les bras séculiers de la sécurité des civils. Mais il faut mettre les moyens. Les civils ne mettent pas les moyens. moyens. Les militaires. Les militaires disent que les civils ne mettent pas les moyens. Je ne peux pas parler de ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais vous savez que nous-mêmes, nous faisons face au Boko Haram, au Cameroun. Oui. Je crois que les moyens que nous dégageons pour lutter contre Boko Haram, et puis cette pseudo-guerre intestine qui nous mine aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà deux régions anglophones qui ont accepté de se rallier, de se rattacher au Cameroun et qui subitement veulent demander leur indépendance. Et alors que ils sont là, on a fait tout ensemble, on a cheminé ensemble. Aujourd'hui, les gars se sont installés. Si c'était une revendication réelle, maintenant on est passé d'une revendication réelle au maquisard. On tue aujourd'hui encore, on m'a envoyé les images où on a allé dans une école tuer des élèves. Ben là, ça devient quand même très sérieux de penser que l'avenir de demain, le Cameroun de demain, vous détruisez ça. Est-ce que c'est vraiment défendre une cause juste? Ce n'est pas ça. Bon, moi, je crois que le problème aujourd'hui, je ne suis pas contre les militaires, mais je crois qu'ils, s'ils peuvent en arriver à remettre facilement le pouvoir aux civils, c'est une bonne affaire. Mais s'ils restent pour dire qu'ils veulent régler tous les problèmes que les civils n'ont pas pu résoudre, ils ont la possibilité. Eux-mêmes, ils vont s'embourber dans ces mêmes travers et ça sera difficile. Il suffit pour eux de redevenir civils aussi, vous savez. Mais il faut bien qu'ils démissionnent. Non, il faut bien qu'ils démissionnent. Ça, c'est rien, ça. C'est juste changer de tenue. Bon, écoute, mais moi, je pense quand même aussi que ça aussi, ce serait trop facile. On a été dans un corps, il faut bien assumer ce corps qui était de maintenir la paix, la sécurité. Si les textes exigent, vous avez vu déjà au Mali, on sent des velléités du colonel de redevenir un civil sous peu pour postuler. Bon, écoutez, moi, j'ai dit, je me méfie de ce qui se passe ailleurs. Parce que les gens ont certainement leur raison. Mais j'ai été à la tête du Parlement panafricain par 2 ou 3 fois. J'ai assisté à des coups d'État militaires, déjà au Mali et au Niger. Vous vous souvenez que le feu président Tandja avait été renversé par des militaires parce qu'on lui reprochait de n'avoir pas respecté la Constitution, justement. Si vous avez bonne mémoire. J'étais parti le rencontrer pour lui demander de respecter la Constitution, mais c'était tard. Et les militaires l'ont renversé. Bon, ils ont organisé les élections après. Ça s'est passé. Donc moi, je me méfie de ce qui se passe ailleurs, dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. D'accord. Mais je crois, à mon humble avis,
que les militaires devaient être les garants de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la sécurité des hommes et de leurs biens. Ça, c'est ce que moi j'ai toujours pensé. Maintenant, s'ils veulent jouer les premiers rôles, qui va jouer les seconds rôles? Parce que les civils, attendez, les civils jouaient les premiers rôles et ils étaient secondés par l'armée. Si maintenant l'armée joue les premiers rôles, qui va seconder l'armée? La population civile ne peut pas seconder l'armée. Mais apparemment, la population civile soutient les putschistes. Et ils soutiennent l'armée, d'accord. Oui. Mais est-ce que pour combattre avec les djihadistes, est-ce que les civils vont aller au front? Mais ceux qui sont au pouvoir sont prêts à aller au front. Vous avez vu, même au Tchad, ici où nous sommes, le président de la République va au front. Oui. Au Mali, au front. Au Burkina Faso. Tous ces gens. Mais leur rôle premier, c'était ça. Maintenant, s'ils doivent ajouter à leur rôle premier les attributs de la République, c'est un peu compliqué, à mon sens. Alors, comment alors appréciez-vous le comportement des puissances étrangères, par exemple? On voit... Oui, c'est cette ingérence. Moi, j'ai toujours été contre l'ingérence étrangère dans les affaires africaines. Parce que on a beau dire la France-Afrique continue, surtout dans nos anciennes colonies françaises, la France-Afrique nous a trop retardés. Parce que lorsque vous voyez tous les pays où la France avait la main mise, ce sont des pays qui ont connu un grand retard ou qui connaissent un grand retard. Bon, vous voyez, lorsque vous arrivez en Afrique du Sud, tu me diras que c'est pas comparaison n'est pas raison, mais les boss qui étaient en Afrique du Sud ont fait que c'était leur pays, ils ont développé le pays. Mais nous, qu'est-ce que les Français nous ont laissé comme héritage? C'est contre ça aussi que les militaires se battent. Bon, d'accord, mais écoutez, moi j'ai dit c'est contre ça, d'accord. Mais les populations, nous, pendant ce temps, on va continuer à souffrir. Parce que ça devient une guerre des intellectuels, une guerre des grands, et la population va prendre un coup. Prenons un peu le cas du Bénin aujourd'hui, et on bloque les barrières, ou on ferme les frontières et tout et tout. Qui va mourir? C'est le petit peuple. Donc moi je crois que ça aussi, il faut regarder ce problème. Si le Bénin le fait, Monsieur Nkodo Dang, c'est parce que le Bénin est en harmonie avec la CEDEAO. Donc oui, mais j'ai dit donc, communautaire, on ne peut pas faire autrement. J'ai dit la communauté règle quel problème en le faisant? Restaurer l'état de droit, oui, on est d'accord. La démocratie. Nous voulons absolument que l'état de droit soit restauré. On est d'accord. Mais qui empathie dans ça? C'est le petit peuple. Hein? Tu ne me diras pas le contraire. C'est la masse qui souffre pendant qu'on veut restaurer l'état de droit. Moi, je suis en principe, par principe, je suis contre toute prise de pouvoir par la force. En principe. Moi, je suis contre. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne peux pas te dire les motivations des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais en cette période, 60 ans, nous sommes à près de 63 ans. D'autres même, si nous prenons le cas de la Guinée, de Sékou Touré, où il y a eu un coup d'État, on s'est dit quand même, à près de 65 ans d'indépendance, nous ne devrions plus rentrer en arrière. Alors, monsieur Roger Nkodo Dang, comment vous expliquez les condamnations bizarres, je dis comme ça, des coups d'État? Tantôt, on condamne le coup d'État au Niger, au point même de refuser que l'ambassadeur soit chassé du pays, et dans le même temps, on adoube un coup d'État ailleurs, et on envoie même des ambassadeurs rencontrer les nouvelles autorités. Est-ce que cette façon de fonctionner ne discrédite pas non plus les civils ou la communauté internationale? Non, moi je crois que c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que l'Afrique elle-même s'était fait ses lois. L'Afrique, c'est la première à respecter ses lois, c'était l'Afrique. Parce que faire des coups d'État un poids, deux mesures, c'est pas bien. Et c'est pour ça que la charte africaine de la démocratie et des élections que je vous ai parlé avait toutes les chances d'arrêter ce processus. Mais malheureusement, elle n'est pas respectée. Elle n'a pas été respectée. Les États africains ne l'ont pas respectée eux-mêmes. Donc, ça pose un problème aujourd'hui. Mais cette action de condamner, de ne pas condamner, ça favorise, ça stimule, ça donne plus d'appétit à ceux qui voudront demain
se lancer et dans ça cette radicalise aventure. les Et ça peuples. radicalise Les peuples. ceux qui sont dans cette position. D'accord. Alors finalement, nous allons conclure cet entretien dans quelques minutes. Finalement, monsieur le député, est-ce que vous croyez au développement de l'Afrique? Est-ce que vous pensez que l'Afrique un jour va pouvoir... Jusqu'à présent, cher ami, je ne crois pas. Le retard que nous avons pris est endémique. C'est un grand retard que nous accusons aujourd'hui en matière de développement. Mais nous avons encore la chance que l'Afrique soit ce réservoir de matières premières. Oui, ben, Parce que si vous avez suivi le discours de feu Maréchal Mobutu en 1973 aux Nations Unies, parlant de la RDC, il déclarait, je cite, c'est un désastre écologique. Vous voyez, avec toutes les guerres qui se développent, autour de la RDC, il y a toujours des immenses gisements de matières précieuses qui y sont. Bon, maintenant, le à quoi bassin ça sert d'avoir des gisements de Non, matières attends, premières je vais en venir. Allez-y. Maintenant, vous avez le bassin du Congo, qui est le deuxième grand massif forestier après l'Amazonie. À quoi ça sert tout ça? Tout ça peut être utile si on venait à les transformer localement. Voilà. Donc, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique doit cesser d'être le comptoir des matières premières, où on vient prendre tout en brut, le cacao, le bois, le café, les diamants. Non, on doit ouvrir l'Afrique, on doit ouvrir des usines de transformation ici. L'avantage, c'est que ça va résoudre, le problème de chômage. Vous savez que la jeunesse africaine aujourd'hui est plus de 70% des jeunes. Ça va résorber la plupart du chômage. Deuxièmement, ça va apporter de la plus-value dans nos États. Troisièmement, s'il y a de la plus-value et qu'il y a la bonne gouvernance, l'Afrique peut se développer. Mais le 11, c'est qui doit faire ça? Mais écoute, c'est les combats que nous devons mener. Ce n'est pas les combats internes. Nous devons donc, ceux qui sont là doivent dire non, nous n'acceptons plus. Mais or, ceux qui ont la main mise sur nous, l'Occident, l'Occident n'a plus de matières premières. Si aujourd'hui, vous refusez, ça aussi, ça peut être une source d'instabilisation. Si aujourd'hui, la mère patrie ne trouve plus, les gens lui opposent une fin de non-recevoir sur nos matières premières, alors qu'il sait que c'est à partir de nos matières premières que son industrie est florissante. Vous croyez qu'il va les supporter? Finalement, moi, je crois que ce qu'on devrait faire, pas le gagnant-gagnant des Chinois, mais ce que nous devons faire, c'est qu'on transforme nos matières premières ici et on les exporte aussi en produits finis. Eux aussi, ils doivent consommer ce que nous avons. Mais malheureusement, en Afrique aujourd'hui, lorsque vous regardez, tout ce que nous produisons, nous ne consommons pas ça. Oui, mais nous ne sommes pas des consommateurs. Mais quand vous écoutez, prenons le cacao. Oui. Est-ce que combien d'Africains mangent du cacao? On préfère le vendre pour acheter du riz. Combien d'Africains mangent du caoutchouc? Nous préférons produire le caoutchouc pour l'extérieur. Donc moi, je crois que l'Afrique a un gros problème de développement. Et ça fait mal parce que si aujourd'hui, comme on a dit, avec tout ce que l'Afrique a connu, de la guerre mondiale à l'esclavage, au néocolonialisme, aux indépendances précipitées, à la guerre, les guerres d'indépendance et tout ça, si aujourd'hui on se rend compte qu'on n'a pas pris un élan, si on n'a pas franchi un pas de développement, je trouve que c'est très, très, très grave. Et puis, nos enfants, aujourd'hui, sont élevés dans le but de s'enrichir, même sans effort. Vous savez qu'il y a eu un phénomène nouveau, la fémania et tout ça. Bon, on se demande est-ce que notre génération, nous sommes en train de sortir de la scène. Est-ce que les générations qui viendront après nous pourront faire quelque chose? Je ne sais pas. Et ça risque de durer encore. Il faut maintenant une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience, ce n'est pas à travers les coups d'État. Il faut qu'il y ait une autre réflexion qui peut nous amener à penser au développement de notre continent. Mais quand les peuples africains applaudissent les putschistes? Oui, j'ai dit, le peuple est fait à l'image de ses dirigeants. Hein. Si je suis leader aujourd'hui, mais là, cet enthousiasme s'estompe très vite aussi dans la plupart des cas. Donc moi, je crois que c'est pas ces actes spectaculaires, mais il faut donc qu'on aille jusqu'en profondeur pour transformer notre société en des sociétés de développement. Et non de rester sur des actes spectaculaires des peuples qui aspirent. Mais
quelle est la différence entre ceux qui applaudissent aujourd'hui et ceux qui ont applaudi en janvier 1960, lorsqu'on nous donnait l'indépendance? On a dansé, on était contents, mais 60 ans après, nous sommes où? Donc, il faut faire attention. Monsieur Roger Nkododang, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur Eden Télévision et Diaspora FM. Je vous laisse le soin de conclure. Bon, vous faites un travail qui est honorable et je crois que vous pouvez continuer. Il faut faire connaître l'Afrique, non seulement aux Africains, mais au monde. Par faire connaître les aspirations des peuples africains au monde. Parce qu'aujourd'hui, applaudir un coup d'État, c'est bien beau, mais si les conditions demain ne changent pas, c'est pas utile. Il faut une forte réflexion, déjà connaître en profondeur qu'est-ce qui motive ces coups d'État et également se dire que l'Afrique a un grand retard. Il faut que l'Afrique se tourne résolument vers le développement de son continent. Parce qu'avec les 1,2 milliard que compte notre continent aujourd'hui, cela ne veut pas dire, cela n'exclut pas qu'en 2050, nous pourrons être à 1,5 milliard. Et si les mêmes problèmes vont continuer, les mêmes problèmes risquent de continuer avec acuité, parce que la Méditerranée aujourd'hui est le tombeau des jeunes Africains qui pensent aller chercher le bien-être ailleurs. Si on prend combien de jeunes meurent en Méditerranée et dans la traversée du désert, c'est beaucoup. Et ça devient encore une autre forme d'esclave où l'Afrique sera obligée de perdre toutes ses forces, tous les jeunes capables de développer l'Afrique parce qu'ils vont à la quête du bonheur. Donc pour moi, je crois que vous devez continuer à appeler à faire l'apologie de la paix que du désordre qui s'installe dans notre continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, pour votre aimable attention. Nous allons vous retrouver certainement un autre jour pour un autre entretien tout aussi spécial et exclusif. Nous étions en direct de N'Djamena au Tchad, où nous avons reçu le député camerounais Roger Nkododang. Il est député au Parlement panafricain. Il a d'abord dirigé ce Parlement pendant plusieurs années. Nous avons avec lui fait le point du Parlement panafricain et il a également donné son avis sur les questions de coup d'État qui minent actuellement notre continent. Merci à chacun et à tous et à très bientôt.